Oui, un artiste, certainement, c'est quelqu'un qui dérange. Moi, je pense que c'est ça. Il dérange par l'émotion qu'il donne. Il fait rire, il est ridicule, mais on se voit dans notre ridicule. Il est ému, il pleure, ou il vous fait pleurer plus exactement. Et il nous embête avec cette sensibilité, parce que finalement, en tant que public, on est carapassonné. On aimerait bien être un peu planqué face à l'agressivité. Vous savez, c'est cette phrase de Guitry qui dit « Nous sommes tous des comédiens, sauf quelques acteurs ». Bienvenue dans Le Son de la Scène, un podcast des théâtres par Mélanie Masson. Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant un peu moins d'une heure, en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines, dirigé par Dominique Bluzet, un artiste se livre tout simplement à ce micro. Vous entendrez des voix parler de danse, de musique, de théâtre, de cirque, d'humour, mais aussi d'enfance, de travail, de combat, de désir, de joie souvent et de doute aussi. Le Son de la Scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. On est toujours le fou de quelqu'un. C'est peut-être ainsi que nous pourrions résumer, grossièrement, certes, la pièce « Encore une journée divine » avec François Cluzet, mise en scène Emmanuel Noblet. L'histoire, thérapeute reconnu pour ses méthodes avant-gardistes, Robert, donc interprété par François, se retrouve interné dans un hôpital psychiatrique. Lui qui voulait changer le monde, voilà que le monde l'a pris pour un fou. Alors est-il devenu fou ou sincèrement radical ? Est-ce que c'est la société qui est devenue malade ? Et qu'est-il arrivé à son frère récemment disparu en mer ? Après 20 ans passés loin des théâtres, François Cluzet remonte sur scène dans un thriller psychologique tiré du roman de Denis Michelis, Une idée folle signée Emmanuel Noblet, que nous avions déjà reçu lors de la saison 1 du Son de la Scène. Alors, dans ce monde de fous, quelle bouffée d'oxygène et quel plaisir de recevoir François Cluzet et Emmanuel Noblet. Il n'est plus tout seul désormais, ils sont les invités du Son de la Scène. Bonjour à vous deux, François et Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, cette histoire a commencé, je sais que vous l'avez déjà racontée, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, a commencé par une lettre que vous avez envoyée, Emmanuel, à François. Ouais, en lui disant qu'on devait être très nombreux à rêver de voir cet acteur-là sur un plateau de théâtre. C'était ça l'objet de la lettre ? Bah ouais, complètement. C'est une petite déclaration. Bah oui, une attente. Et puis, moi, on m'avait proposé ce texte et je me disais que vraiment la meilleure incarnation possible, c'était François Cluzet. Et quand on a appris qu'il cherchait depuis longtemps à revenir au théâtre, je me suis dit, bah, c'est évident, c'est pour lui. Donc, moi, j'ai fait l'adaptation, j'ai écrit Monologue pour François Cluzet et je lui ai écrit cette lettre en disant, on doit être très nombreux parmi les spectateurs à rêver de vous voir sur scène. Et François m'a répondu. Et vous l'avez souvent déclaré, François, ça fait 25 ans que j'attendais un texte comme celui-ci. Qu'est-ce qui a expliqué que celui-ci vous a touché autant, au-delà peut-être de la lettre d'Emmanuel ? Oui, mais vous avez raison, mais au-delà de la lettre, mais même revenons par la lettre, parce qu'évidemment la lettre était plus courte à lire que la pièce. Il y avait quelque chose dans la lettre qui était fraternel. Et ça m'a beaucoup touché, parce qu'évidemment, quand je reçois des scripts, il y a toujours un mot du metteur en scène, il y a toujours... Mais là, il y avait quelque chose de fraternel, et puis la façon dont c'était proposé avec cette phrase j'espère que vous avez... j'ai l'impression ou j'espère que vous avez attendu un texte comme celui-ci. En tout cas, moi, j'ai rêvé que vous l'attendiez ou quelque chose. Je me suis dit, tiens, mais là, c'est carrément s'immisce un peu. C'est de l'ordre de l'acteur à l'acteur. Hein, oui, parce qu'effectivement, Emmanuel est comédien. Donc, après, j'ai lu la pièce. Et tout de suite, en la lisant, j'ai pensé qu'il avait raison, qu'il y avait quelque chose pour moi. Pourquoi ? Parce que on m'avait pas mal proposé des pièces, mais on me les proposait comme un acteur de cinéma. Vous savez qu'on dit « Venez voir en chair et en os cet individu, il n'y aura pas trop de travail, vous verrez, il ne sera pas trop à chier. » Enfin, et moi, j'ai commencé par le théâtre, et j'adore le théâtre. Si je devais choisir entre le théâtre et le cinéma, je choisirais le théâtre, bien sûr. Parce que la scène, le rapport direct avec le public, l'engagement, le rythme, le fait que c'est l'acteur, les acteurs, les interprètes qui sont responsables du rythme au théâtre. Au cinéma, c'est le montage. Au cinéma, vous travaillez tous les jours sur
des petites scènes comme ça, ou des grandes scènes, n'importe peu. Mais là, vous avez 1h30 d'une pièce, vous y tenez le rôle principal. Même si vous êtes plusieurs, tous les interprètes comptent au théâtre et ils sont dans cette limite de temps. Et c'est une histoire entière, tous les soirs. Donc, pour ça que j'aime tant le théâtre. Et puis, il y a quelque chose de sacré dans le théâtre qu'il n'y a pas dans le cinéma. Il y a plusieurs théâtres, on peut en aimer un, en préférer un autre. Et justement, au milieu d'un théâtre de texte, c'est-à-dire un théâtre de divertissement, plus simple, il y a cette pièce. Et c'est ça qui m'a touché. Je l'ai d'abord trouvé assez sombre. Et ensuite, j'ai repéré quand même à l'intérieur qu'il y avait quelques tentatives d'humour, de sarcasme, d'ironie. Et j'ai pensé comment on pourra gonfler ces moments-là, parce qu'il n'avait aucune envie non plus de tartiner le public d'1h30 de drame. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus bigarré. On en a assez en sortant du théâtre, des drames. Complexe, oui. Et puis de surcroît, c'est vrai, mais il n'empêche que Shakespeare n'est pas spécialement drôle, Tchekhov non plus, mais ça reste des grands moments de divertissement dans la signification du mot, c'est-à-dire faire prendre une autre voix. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Je me suis intéressé à savoir ce que ça voulait dire. Tout art est ou devrait être divertissant. Mais il n'empêche. Et la chance que j'ai eue après avoir rencontré Emmanuel, de voir le type qu'il était, l'écouter, sa voix, ses yeux, son regard, ce qu'il a dit. Vous savez, on développe un sens instinctif, intuitif sur les gens. On les regarde et on voit. Et ensuite, quand il m'a donné la première direction de jeu du personnage, j'étais enchanté. Il m'a dit, grosso modo, ce personnage va tout faire pour être le plus léger possible, pour prouver qu'il est très en forme et qu'il n'a rien à faire dans une unité de soins. Puisqu'il est très en forme, il doit sortir de là. Et alors là, d'un seul coup, j'ai relu le texte et je me suis dit, mais alors là, ça peut durer nettement plus longtemps que je ne le pensais. Et on va se marrer. Voilà. Et on va se marrer carrément. Ah, oui. Et pour finir, voilà comment j'ai eu, je peux dire, un coup de foudre pour la pièce. Et puis, ça s'est pas arrêté là parce que vous savez, c'est une entreprise collective. Et ce qui m'a le plus bluffé, c'est la façon dont Emmanuel en parlait. Et la façon dont il avait fait cette adaptation, dont il était le mieux placé en tant que metteur en scène, en tant qu'acteur, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait retirer de l'œuvre, quoi, et de l'œuvre adaptée. Et puis, ça a fini de m'enchanter. Moi, j'ai commencé à apprendre le texte il y a 1 an. Pendant 1 an, j'ai essayé d'apprendre le texte. C'est assez compliqué parce que, je ne veux pas poursuivre un monologue là, mais le type a un complexe de supériorité, parle avec un vocabulaire assez chiadé, et donc toute la direction de jeu, la première, m'a enchanté, m'a donné vraiment énormément de confiance, et même peut-être un peu trop, parce que j'ai reculé le moment de jouer au plus loin possible. Okay. Et Emmanuel vous dira qu'à un moment donné, ça commençait à l'inquiéter, parce que il me disait que pour apprendre mieux le texte, il fallait le jouer. Ouais. Moi, je disais rien. Il a pratiquement eu tout le temps raison, sauf que là, moi, j'en ai fait qu'à mon sale caractère. Moi, je dis non, je jouerai au dernier moment. Jusqu'au moment où le dernier moment est arrivé et que j'ai bien vu que ça commençait à nous déstabiliser. Et lui, mais aussi moi. Et là, je me suis dit, OK, il faut se lancer dans le jeu un peu. J'ai donné une petite idée. J'ai vu qu'il était content de ça et après, on a poursuivi. Petite inquiétude à ce moment-là, Emmanuel ? J'étais pas inquiet du tout sur l'acteur qu'il est. On le connaît tous. Mais sur la manière de travailler, je me disais, oui, répéter au théâtre, c'est pénible, c'est refaire. Et pourquoi on refait autant ? Parce que on perd le texte en répétant, on essaye de mettre tout, le texte, le sous-texte, les émotions, la gestion des accessoires, etc. Et tout est déstabilisant, et on sait qu'on va être encore plus déstabilisé le jour où la salle est pleine. Mmh. Et donc, il faut s'entraîner à être déstabilisé, jusqu'à maîtriser malgré tout le texte, le jeu, etc. Ce qui est drôle, c'est que je crois que votre deuxième prénom, c'est Robert. C'est vrai ? Ouais. Comme le personnage. Comme mon père. Eh bien, c'était écrit. Voilà, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, maintenant, avec le recul, je pense qu'il a raison. Ce dont j'avais peur, si vous voulez, c'est commencer à jouer. Et comme je ne savais pas tout le texte et qu'il fallait que je l'apprenne en même temps, j'avais peur d'y coller un sens qui reste dans ma tête, alors que je veux toujours que ça soit évolutif.
Mais là où il a raison, c'est que c'est pas parce que vous commencez à jouer que vous allez jouer ce truc-là à 45 jours avant la première, exactement comme vous jouerez. Mais j'avais un peu peur de ça. Mais c'est vrai que c'est une déformation du cinéma. Au cinéma, il faut surtout ne rien jouer avant que la caméra demande le moteur. Parce que là, à la limite, comme vous avez plusieurs prises, vous pouvez très bien vous planter dans le sens à la première prise, et c'est même assez bon. Et ensuite, y trouver une vérité. Au théâtre, c'est pas du tout ça. Comme il y a très longtemps que j'ai pas fait de théâtre, j'étais sur cet exercice du jeu d'acteur au cinéma. On sent qu'il y a une vraie joie de remonter sur scène. Enfin là, vous êtes un peu comme un gamin là quand même. Quand vous en parlez, il y a un plaisir qui se. Bah oui, parce que j'ai toujours rêvé de ça, comme je vous l'ai dit. 25 ans, c'était long, non, peut-être. Ouais, bah oui, mais les choses se sont pas présentées. Puis non. Pour être tout à fait sincère, j'ai eu beaucoup de chance avec les propositions au cinéma. J'ai rencontré des hommes, des femmes de grands talents. C'était toujours des rencontres magnifiques. Toujours, le mot est un peu en trop, mais bon, puis vous savez, c'est gâté. Hein. Moi, je voulais être célèbre quand j'étais gosse, donc évidemment, il fallait que je passe par le cinéma. Mais voilà, bon, la pièce serait venue avant. Je pense que je l'aurais faite quand même. On va revenir à la pièce. Je voudrais peut-être aussi parler de la question du solo, parce qu'Emmanuel Noblet, vous avez aussi été souvent seul en scène en tant que comédien. Vous avez joué avec de grands interprètes. Hein. François, je pense à Isabelle Huppert, Emmanuel Béard, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Omar Sy et d'autres. Là, vous êtes seul. Est-ce que vous n'aviez pas une petite trouille un peu ? C'est ce que nous disait Camille Cotin, que vous avez vu. On est au Théâtre du Jeu de Paume ici. Je vous ai vu d'ailleurs dans la pièce pour venir la voir pour son spectacle et sa reprise aussi sur scène. Vous avez eu la trouille comme elle ? Parce qu'elle était terrorisée d'être seule en scène, Camille Cotin. Non, pas tout à fait la trouille. Peut-être le regret de ne pas avoir de partenaire, parce que moi, ce que j'aime, c'est l'échange. Mais là, finalement, la chance dans l'adaptation qu'on a faite, Emmanuel, c'est que j'ai un échange avec ces deux personnages, qui sont le docteur et l'infirmière. Donc, finalement, j'ai quand même deux partenaires. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis convaincu que le spectateur, que ce soit au cinéma ou au théâtre, ce qu'il a de privilégié, c'est de pouvoir voir l'échange entre les interprètes. C'est pour ça qu'au cinéma, les acteurs qui n'ont pas encore compris qu'il faut tout donner à son partenaire passent à côté de l'essentiel de faire un bon film. Pas penser à soi, il faut penser au film. Et là, moi, je pense surtout au spectacle entier. Je suis pas tout seul. À vrai dire, s'il n'y a pas l'adaptation, s'il n'y a pas la mise en scène, s'il n'y a pas la direction de jeu, s'il n'y a pas le décor, pas la lumière, pas le son, franchement, c'est pas moi qui peux faire le spectacle. Vous foutez le même gars à poil sur des tréteaux, même habillé, hein, de préférence habillé, mais sur des tréteaux sur une place de village, sans aucun élément, je peux vous assurer que ça sera très très difficile à capter l'attention des gens. C'est pourtant comme ça que Molière a aussi oui, mais malheureusement, je ne suis pas Molière, mon ami. Nu, non, mais sur des tréteaux, oui. Et sur des places de village aussi. Mais alors, vous voyez aussi que Molière n'était pas tout seul, hein, et que les pièces étaient souvent avec des ballets, des divertissements. Oui, puis surtout les ballets. C'est-à-dire qu'il y avait le texte, mais il y avait aussi un moment de pur divertissement, quoi. Vous parliez de sacré, François Cluzet, quand on parle de la salle ou d'un théâtre. On est ici sur la scène, puisque ce podcast s'appelle Le son de la scène, dans votre décor. Il y a quelque chose de sacré pour vous aussi, Emmanuel Bien sûr. D'autant que la salle est vide, là. Donc, c'est fait un peu comme une église ici. Moi, j'ai l'impression une église profane, peut-être, mais ou publique. Et c'est encore plus beau. Mais pour vous aussi, il y a cette histoire-là ? Ah ouais, totalement. Et puis... mais ça rejoint aussi ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que on n'est jamais seul quand on est seul en scène, parce que l'autre partenaire, c'est le public, et c'est pour eux qu'on le fait. Et là, la salle est vide, et elle n'attend qu'une chose, c'est que les spectateurs viennent, et qu'ils viennent. On se répète souvent cette phrase avec François, que disait Michel Bouquet, c'est « N'oublie pas qu'ils ne viennent pas te voir jouer, ils viennent jouer avec toi ». Et c'est ce rapport-là, c'est comment on fait... société, les gens viennent, ils écoutent la même histoire, ils vivent une chose ensemble, ils se déplacent, et on vit un moment ensemble. Chacun peut penser ce qu'il veut, avoir son opinion sur la vie, ses opinions politiques. C'est un endroit où on est ensemble sans s'engueuler. Bon, de fait, les gens se parlent pas, et heureusement, pendant le spectacle. Mais ce qu'on vit chaque soir au théâtre, c'est ensemble. Ouais, moi, je peux employer des mots comme communion, comme sacré. Moi, c'est un des endroits qui me touche le plus au monde, le théâtre. Et ce silence même, là, avant que ça arrive, c'est une promesse d'un moment ensemble, quoi. Il n'y a rien de plus beau. Vous parliez d'église, mais qui dit église dit souvent pour les croyants une présence de Dieu par l'Eucharistie dans les églises. Mais
ici, il y a eu toutes les religions, il y a eu tous les acteurs depuis 2 siècles, tout le monde a vécu ici. Et toutes les religions, tous les sentiments, toutes les passions, toute la philosophie, tout l'amour de la vie a pris naissance aussi un soir après l'autre. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de dire, 2 siècles, c'était d'autres acteurs que moi, et l'année prochaine, ça en sera d'autres. Le théâtre évite de se prendre au sérieux. Le cinéma, vous savez, vous dites un mot, vous êtes célèbre, si vous avez le physique qu'il faut, j'exagère exprès, mais il y a du creux. Il y a du creux pour l'acteur au cinéma, beaucoup de creux. Vous avez des mauvais acteurs qui s'en sortent avec le montage. Au théâtre, non. Au théâtre, tout est réglé par le fait de ce que vous donnez. Si vous donnez peu, vous recevrez peu. Vous donnez beaucoup, vous recevrez beaucoup. Mais pour donner beaucoup, il faut autre chose qu'un acteur. Il faut un texte, mise en scène. C'est ça. Et nous aussi, on a la chance que ce soit Dominique Bruguière qui a fait les lumières. Et certainement en relation avec Alain Lagarde qui a fait le décor. Ouais. On sait que ce décor, il est hors du commun parce qu'il s'adapte aussi beaucoup à des différences de lumière. On peut décrire ce qu'on a, Emmanuel, sur scène ? Ouais, c'est une scénographie imaginée par Alain Lagarde en concertation avec moi. On imaginait un lieu qui puisse être, puisque c'est écrit comme ça, une chambre d'hôpital, mais on a voulu quelque chose d'autre et c'est comme un grand espace mental, c'est assez abstrait. Bon, tout ce qui est au sol est très concret. C'est des lits usés, fatigués, une vieille moquette crade. Ouais. Mais ce qui est autour, c'est des parois blanches, comme en lévitation. D'ailleurs, le décor est suspendu. On imagine que le personnel soignant peut venir surveiller. Il y a des couloirs derrière aussi, une sorte de vitre. Voilà, il y a une vitre derrière laquelle on imagine qu'il y a le parc et il y a des lumières qui deviennent abstraites d'ailleurs, parce que est-ce qu'on est seulement vraiment dans une chambre ? Est-ce qu'il est vraiment en train de parler à un docteur et une infirmière ? Est-ce que tout ça n'est pas dans sa tête ? Est-ce que c'est ses compagnons de chambrée, les 7 dont il nous parle au fur et à mesure, est-ce qu'ils ont vraiment existé ? Est-ce que tout ça existe ? Ça peut être complètement dans sa tête aussi. C'est très blanc, très neutre aussi. Oui, c'est une boîte à jouer, c'est-à-dire qu'en lumière... c'est peut-être même l'inconscient, enfin, il y a quelque chose de ça aussi. Il y a tout ça. Je ressens, en tout cas. Il y a tout ça. C'est une surface sur laquelle on peut tout projeter. Donc ça peut être l'intérieur de sa boîte crânienne et sur laquelle toutes les couleurs, toute la palette va défiler, comme je voulais que François ait toute la palette de jeux possible pour jouer pour son retour sur scène. Ce qui fait que le public aussi peut imaginer, projeter finalement des images. Là encore, le cinéma nous enferme peut-être parfois. On a du mal à sortir de ce que nous donne le cinéma. L'image est déjà très présente. Là, c'est à nous, finalement, de projeter ce qu'on ressent. Grâce à ce groupe, ce collectif dont vous avez parlé, François. Il nous reste encore quelques minutes pour évoquer ce spectacle. Alors, on n'a pas parlé forcément du fond. J'ai évoqué le thème de la folie. C'est aussi un texte d'actualité sur la menace constante du populisme, de la tentation aussi et du danger d'une simplification de la pensée. Ça fait penser un peu aussi à Orwell, à 1984, à cette novlangue qui nous entoure et contre laquelle, François, vous gueulez souvent et vous avez bien raison. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous a touché tous les deux. C'est une urgence peut-être aussi de parler de tout ça. C'est au-delà des qualités du texte, sur la situation, sur tout ce que ça permet de jouer dans l'humour et la dinguerie du personnage. Il a vraiment réussi un truc, Denis Michelis, sur parler de notre époque. C'est-à-dire que cet homme, ce psy qui se radicalise lui-même, c'est notre époque qui n'arrive plus à concevoir que les choses sont complexes, et il dit une chose et son contraire. Il va dire, quand ça l'arrange, non mais attendez, on peut faire de la nuance, et après il dit non mais la nuance n'a jamais sauvé personne. Et ce mec veut des réponses simples, et plus les problèmes sont compliqués, plus il donne des réponses simples. Et c'est la maladie de l'époque. Il y en a, c'est ce dont on souffre. Il parle aussi du complotisme. Il parle de cette pensée simplifiée qui rassure tout le monde et qui nous empêche tout simplement de communiquer, de nous rencontrer sur nos différences, sur la complexité des choses. Et c'est ce qui mène à notre perte. C'est intéressant parce que du coup, le public ressent ça et en même temps, il passe son temps. Et moi, je donne pas de réponse dans le spectacle. François non plus, on a laissé tout ouvert. Et moi, ce que j'aime, c'est que le public se dise « Ah non, mais là, il a vraiment raison. » Et juste après, il va se dire « Ah non, mais non. » Enfin, il a raison aussi. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est cette hésitation de dire c'est plus complexe que ça. Un mec fou peut dire des choses vraies.
Et un mec sensé peut dire des choses folles. Des vraies conneries. C'est un texte qui vous ressemble aussi, François, là-dessus. Enfin, c'est des thématiques qui vous parlent, qui vous traversent quand même. Expliquez-vous, mon ami. Mais je vous l'ai dit déjà. La question de la pensée, de la simplification de la pensée, ça vous fait peur, tout ça? Oui, mais un peu comme à nous tous. C'est-à-dire, on entend de plus en plus cette idée. Même regardez les politiciens. Il fut un temps, il y avait un président de la République qui expliquait « vous êtes avec moi ou contre moi ». C'est-à-dire, finalement, il y a deux places. Avec ou contre. Mais la nuance n'existe pas. On peut soit être entièrement d'accord, soit entièrement être en désaccord. C'est-à-dire que, bon, finalement, à quoi sert notre cerveau? Rien du tout. Comme le disait Emmanuel, il n'y a plus aucune nuance, puis il n'y a aucun débat, finalement. C'est la mort de l'échange. C'est ça qui fait peur. Parce que, finalement, qu'est-ce qui nous enrichit? C'est l'échange avec l'autre. Quitte à ce qu'ils disent des choses qu'on ne comprend pas, je veux dire, ou pour lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais on repose la question, mais pourquoi dis-tu ça? Et là, d'un seul coup, on a le sel de la pensée, c'est-à-dire, moi-même, en premier, je peux dire une connerie, mais bon, si vraiment j'essaye d'expliquer ce que je pense, à l'intérieur de ce truc-là, il y aura certainement de quoi rebondir. Et on est allé là tout à l'heure voir des gens qui sont dans des situations très difficiles en ce qui concerne leur santé. C'était intéressant, même le peu de ce qu'ils disaient. Pourquoi? Parce qu'on arrive à comprendre. Bon, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Mais c'est vrai que ça, c'est rien de plus terrible. Parce que nous, le verbe, c'est le théâtre. Le théâtre, c'est le verbe. Le cinéma, c'est l'image. Donc, pensez bien que si d'un seul coup, le verbe veut dire soit une chose, soit son contraire, mais alors, il y a plus de pièce de théâtre, il n'y a plus rien. Hein. On dit, vous venez voir ça si vous aimez ce truc-là. Autrement, vous allez en face. Et vous ne pouvez pas faire les deux. Oui, il va falloir vous positionner. C'est très binaire, très dangereux. Regardez aux États-Unis comment ils imaginent républicains et démocrates. Ouais. Mais ils s'entretuent tous les deux. On va dire c'est toujours la même politique, quelque chose près. Ouais. À quelque chose près, c'est la politique de l'Amérique. Mais ils sont capables de s'envoyer des trucs incroyables, comme l'assaut du Capitole et puis d'un seul coup l'Obamacare. Bon. Mon exemple n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de lutter pour que les choses ne deviennent pas comme ça. Dernière question, rapide, avant de vous poser la question que nous posons à tous nos invités. Mais Emmanuel, vous avez déjà répondu. Aimez-vous les malabars? Même pas. Elle est un petit peu plus sympa que ça, plus difficile. Racontez-moi, vraiment, j'aimerais une image mentale un peu comme ça. Une image, François Cluzet, pour vous, fou de joie. Quand est-ce que vous avez été fou de joie récemment? Fou de joie, j'ai vu ce film que j'ai beaucoup aimé de Noémie Merlan, Les femmes au balcon. Oui. J'ai beaucoup ri. Qui est tourné à Marseille. J'ai beaucoup ri pendant presque tout le film. Merveilleusement joué par ces trois actrices extraordinaires et aussi ces deux types qui complètent la distribution. Très bien écrit, très bien filmé. Et puis, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est prendre ce sujet si grave qu'est le viol et arriver à divertir avec ce sujet. Faut le faire. Ça demande une très grande écriture. Et c'est le cas. Et c'est tellement rare. Parce que finalement, on pourrait aborder n'importe quel sujet, même les plus graves, à condition de pouvoir en faire un divertissement. Et elle pousse le truc jusqu'à en faire une comédie. Donc là, moi, le cinéma français, je me dis, on est les meilleurs du monde. Il y a de très belles choses. Cette année, il y a eu... On est les meilleurs du monde. Non, mais je dis toujours, moi, je pense que les acteurs... cinéma français, on a de la chance. Là aussi, l'État s'en est mêlé, parce qu'autrement, on aurait le même cinéma que le Chili. Ouais, l'exception culturelle française. Fou de joie, Emmanuel, rapidement. Moi, c'est facile. Un acteur. Quoi? Tu vas parler de moi, non? C'est la plus récente qu'on me demande. Si c'est il y a 3 ans, quand François Cluzet a dit oui, je le fais, j'ai fait. Évidemment, c'était génial. Vous aimez, ça allez. Non, joie récente, c'est simple. Moi, j'ai été beaucoup absent là pour répéter et je suis rentré chez moi et mon fils qui crie papa, et qui me serre dans ses bras et moi, je le prends. Il n'y a rien de plus beau. Super. Ouais, c'est vrai. J'adore la façon dont il parle de ce petit enfant qu'il a. C'est magnifique de voir l'amour d'un père pour un enfant. Et puis j'ai vu l'enfant et aussi, c'est beau tout ça. Ça me touche d'autant plus que moi j'ai vécu une enfance très compliquée, très difficile, où l'amour n'existait pas pratiquement. Fou d'amour la dernière fois que vous l'avez été, François Cluzet? Ce matin, en entendant ma femme chanter, j'ai la chance, moi j'ai une femme qui chante en se levant.
C'est chouette, vous êtes des bisounours tous les deux, Mais c'est oui. merveilleux. Fou d'amour donc, avec le petit ou pas je Bon. fais la même réponse. D'accord, ça va, évidemment. on l'apprend. C'est le même moment, ouais. C'est 2 fois plus d'amour du coup. Allez, fou de colère, on termine là-dessus. Je vais vous embêter. Pourquoi avez-vous dit bisounours? Parce que j'aime bien ce mot, parce que j'en suis une. Si. Je vous crois pas. Ah oui? Non. Vous m'avez déjà cerné? Non, je ne suis pas du tout cerné. Mais bisounours, il y a quelque chose de... bisounours. Si, c'est Vous rond, employez c'est ce mot. doux, il y a plein de couleurs. Non, bisounours, quoi c'est pas ça. Bisounours, D'accord. c'est à moitié... c'est la sieste, quoi. Non, Non, mais regardez comment le mot est employé. On dit toujours, vous savez, la politique n'est pas un monde de bisounours. Alors les mecs qui veulent faire des réformes, ils disent toujours, non, mais vous croyez qu'on est dans un monde de bisounours. Bisounours, c'est devenu, vous le savez très bien. Mais moi, je suis là pour vous chicaner aussi. Comme ça fait un peu de répartie. on met en pratique la théorie qu'on vient On d'évoquer. n'est pas bisounours et vous l'êtes pas. Moi, je le vois tout de suite que vous l'êtes pas. On est beaucoup plus aigu que ça. Ce qui est certain, c'est que finalement, on lutte contre l'agressivité permanente de la vie. On n'a qu'une envie de se dire, mais si je pouvais m'ôter de cette agression. Et là, de ce fait-là, ça nous donne un petit côté non participant à la vie. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça le côté en retrait? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas de réfléchir et même d'avoir des propositions et des actes très aigus et quelquefois même un peu incisifs. Non? J'ai pas dit naïf. Hein. Non. Ouais, non, mais moi, ce que je parce comprends que dans moi, ce que tu dis... j'aurais opposé à la naïveté la candeur, qui par contre est une grande qualité, tout à fait perdue. Il parlait de son fils tout à l'heure. L'enfant, lui, de 10-11 ans, il a encore cette candeur. Quand il dit certaines choses qu'il m'a rapportées, il voit des élèves comme ça qui prennent des cours et il dit moi ça je sais le faire mais moins bien que le font mieux que moi. Là il y a une candeur magnifique. Nous on l'a perdue. Il faut qu'on la retrouve cette candeur. On la retrouve aussi grâce au théâtre, par ailleurs. Oui, et puis grâce à nos en rencontres, général, les tout ça, rencontres. je t'ai coupé. Vous avez vu Non, ça, mais la flèche que vous vous êtes pris sur Bisounours. Je la prends, j'accepte. Elle me touche en même temps. Non, mais c'est parce que la réponse est très belle aussi. Gentillesse. Je le vois dans vos yeux. Fou de colère, du coup. La dernière fois. Enfin, la dernière fois. Non, pas la dernière fois, mais il y a un truc qui me vient, c'est que dans le train, les trains ont souvent des retards, hein, mais parfois c'est pour des raisons qui nous dépassent. Et je me souviens d'être dans le train et le train s'arrête et on entend une annonce qui dit en raison d'un accident de personne, notre train est immobilisé, etc. Et voilà. Et derrière moi, il y a un mec qui sort son téléphone et j'ai entendu cette conversation lunaire, mais à l'image de notre époque, où le mec dit ah putain, il y a encore un connard qui a choisi de se suicider, là, je vais être en retard, là, écoute, je sais pas, je devais être à la salle de sport à telle heure, puis j'ai mon coaching, machin. Et je me suis dit, là, on est perdu. Si un mec dit ça et pense que vraiment... il n'y a plus de respect de la douleur de qui que ce soit. Que la salle de sport vaut une vie. C'est fou, quoi. Alors évidemment, ça a des répercussions, ça a des problèmes pour tout le monde, mais à être à ce point d'inhumanité parce que le mec avait sûrement un culte de son corps à sculpter qui est plus important que tout. D'absence totale d'empathie. C'est oui, monstrueux. et puis un petit côté viriliste, c'est-à-dire, moi je fais du sport, la mort ne me fait pas peur d'ailleurs, donc elle pas ne de viendra jamais frapper à ma porte. Donc aucune faiblesse n'est possible chez les hommes. Aucune vulnérabilité, aucune faiblesse, aucune féminité, c'est le drame. Ceci étant, les choses ont changé, parce que rappelez-vous, nos parents, nos grands-parents, vraiment le fait de jamais témoigner du moindre sentiment, jamais dire je t'aime aux enfants et tout ça, les choses ont changé un tout petit peu. Il y a encore quand même une bonne bande de connards. Je vous raconte une histoire que raconte Patrick Timsit. Son grand-père lui disait toujours, cette année, tous les ans, nous avons droit à un lot de cons. Mais il semblerait que cette année, les cons de l'année prochaine sont déjà là. Et je pense que c'est vrai. Les cons de l'année prochaine sont déjà là. Ils sont nombreux. Il faudrait les envoyer en orbite, comme dirait l'autre. Je pense l'autre, quand même qu'ils puisqu'on sont parle de moins en moins nombreux, qu'on le veuille ou non. Non, franchement. Ils sont peut-être de plus en plus visibles, alors ça, c'est gênant. Il faudrait montrer un petit peu on moins en de a un cons, exemple quand même. avec les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Ouais. La haine invisible, la haine non signée, c'est quelque chose de déversoir. Moi, je suis dans aucun réseau social, je ne supporterais pas ça. Enfin, bon. Partagez votre colère. Fou de colère, alors, pour terminer, François, avant de vous poser la toute Non, dernière ce question. sera toujours l'injustice, ce sera toujours la défense des minorités, ce sera toujours, comme je le disais dans un article, là, quand on m'interviewait, j'avais 22 ans, en Libération, on me dit « Qui êtes-vous » et je réponds « Je suis une grosse dame noire et lesbienne ».
Pourquoi ? Parce que ça me paraît essentiel que nous, dans notre situation de valide, ayant les moyens cognitifs et moyens de se déplacer, on puisse quand même s'estimer privilégié et prendre fait et cause pour la défense des minorités. C'est la façon dont les femmes sont assujetties. Ce sont les homosexuels, ce sont les gitans, ce sont les juifs, ce sont les handicapés. Finalement, un peu tous ceux que Hitler n'aimait pas. Et puis on peut rajouter les femmes dans leur situation. C'est quand même très grave. Je vous donne un exemple. Cette histoire, vous le savez certainement mieux que moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les femmes au balcon. Mais cette histoire de salaire, c'est complètement dingo quand même. Que ce soit toujours le cas. C'est complètement dingo. Enfin, je discutais 28% de différence, de ça dans tous les milieux. avec Julie Depardieu, il y a quelques années, qui me dit, tu trouves normal, François, que nous, les actrices, on soit moins payées que vous ? Eh bien, c'est vrai. Les actrices sont moins payées en équivalence. Prenez un film avec un acteur et une actrice de même notoriété, l'acteur aura 30-40% de plus. Et ce qui est le plus difficile dans tout ça, c'est qu'il y a une difficulté à lutter, à faire changer les choses. De ce point de vue-là, on ne sait pas par où passer. Ça avance, mais ça avance dans d'autres domaines. La lenteur. Ouais. Moi, j'ai été élevé, on disait, on ne juge pas les gens, on ne connaît pas leur douleur. Voilà la phrase du type dans le train. On ne connaît pas la douleur. Il joue les gros bras, mais à vrai dire, c'est un fragile. C'est un très, très fragile. On peut lui faire peur en criant au loup. Donc, bon, c'est l'époque aussi qui veut qu'on essaye de paraître très fort. Nous, peut-être simplement par expérience, moi je vais avoir 70 ans, je connais ma vulnérabilité, ma féminité, et puis c'est peut-être ça qui fait de nous des artistes, bien que le mot il est tellement galvaudé, mais le fait d'accepter un peu ce qu'on ressent, ne pas mentir face à ce qu'on ressent. Ça, c'est notre chance. Je vous attrape au vol, on pose une question à tous nos invités dans ce podcast. Qu'est-ce qu'un artiste ? Vous venez d'y répondre. C'est accepter de montrer sa sensibilité au monde ? Moi, d'abord, je pense que nous sommes tous des artistes. Certains ont l'obligation, la nécessité de s'exprimer ou la chance de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, surtout dans les pays en guerre, et puis dans les pays à qui on ne donne pas aux gens les moyens de s'exprimer. Après, oui, un artiste, certainement, c'est quelqu'un qui dérange. Moi, je pense que c'est ça. Il dérange par l'émotion qu'il donne. Il fait rire, il est ridicule, mais on se voit dans notre ridicule. Il est ému, il pleure, ou il vous fait pleurer plus exactement. Et il nous embête avec cette sensibilité, parce que finalement, en tant que public, on est carapassonné. On aimerait bien être un peu planqué face à l'agressivité. Vous savez, c'est cette phrase de Guitry qui dit « Nous sommes tous des comédiens, sauf quelques acteurs ». Et puis il y a une phrase de Marivaux que j'aime beaucoup pour les artistes, et en tout cas pour les interprètes. Les acteurs, ceux qui font semblant de faire semblant. Alors que dans la vie, tout le monde fait semblant. Emmanuel, un mot à rajouter à ça ? Non, pas tellement. Pas tellement. Non, je sais pas. Ou juste le fait que... Parce que ça me touche beaucoup tout ça, je suis d'accord avec tout ça. Et que être artiste, c'est aussi pouvoir vivre de son art. Et qu'on a la chance de pouvoir continuer à vivre de notre art, mais que tous les voyants sont au rouge partout, les baisses de subventions. On l'a vu là dans les pays de la Loire où, sans discussion, on dit « allez, hop, ça dégage ». Voilà, c'est très, très menacé. Je pense que chaque année, on se dit « ah, l'assurance chômage en France qui permet aux intermittents de continuer à vivre de leur art ». Persiste, mais combien de temps encore ? Et c'est menacé tout le temps. On en est très conscient et pourvu que ça dure, il faut que ça dure. Oui, parce qu'au-delà de ça, c'est le partage qui est... Si tu veux, on veut virer le partage. Le partage est dangereux. Ceux des acteurs en scène, du théâtre face au public, c'est dangereux. Finalement, ils pourraient ressortir de la salle avec une autre idée que celle qu'on tente de leur inculquer. Ouais, mais on va se battre pour ça et on va y arriver. On va y arriver. Et c'est aussi le... On va y arriver, il va falloir du temps. Et nos armes à nous, c'est justement pas se prendre au sérieux, puis d'avoir des idées qui peuvent être légères mais percutantes. Et ça, vous les chopez par l'émotion. C'est jamais par autre chose que le plexus. C'est le plexus qui nous gouverne. Ça s'appelle solaire en plus, ce plexus-là. Oui, exactement. Donc ça veut dire quelque chose. Alors à vous maintenant, on va vous poser quelques questions. Oui. Et vous allez donc y répondre. Un coup de colère.
Un coup de colère, non, je partage ce que vous avez dit sur les... Non, mais ça, c'est pas ça Sur qu'on vous demande. On l'injustice, vous demande c'est un coup de tout, colère, on vous demande l'injustice. pas, je dis comme le voisin, il a dit, un C'était coup de quand, colère. mon coup de colère, je sais pas. Mais non, mais là, ça va être trop long. Bah, pourquoi ce serait trop long? Allez-y, on vous écoute. Oui, bah là, je suis en colère tous les jours Contre quand je vois des images de Gaza, par exemple. Très Voilà. bien. De Et l'Ukraine, Ouais, d'injustice de tout ordre sûr. contre les minorités. Ouais. Et votre dernier moment de grande joie, Quand à part le fait de nous recevoir. Absolument, bien sûr, mais vous m'ôtez les mots de la bouche, François Cluzet. Quand j'étais à Ouessant, loin de tout, Avec le vent. avec le vent, Et puis comment ça s'appelle Sur les une bestioles, île. les fous les fous de Bassan. de Bassan? Il y a beaucoup à Ouessant ou Voilà. c'est parce Oui, que oui, j'ai oui, fait il y en a confondre beaucoup, il y en a Ouessant beaucoup. et Bassan? Non, il y en a beaucoup. Et donc César de Bazan. C'était magnifique en tout cas, et ça c'était une grande joie. Voilà, le vent, la Tant lumière, mieux. la mer aussi, Vous êtes l'océan. bretonne, non? Vous Même n'avez pas l'air je suis bretonne. marseillaise, figurez-vous. Marseillaise, Vous ne voilà. direz pas, j'ai pas l'accent. Merci beaucoup François Cluzet et Merci. Emmanuel Noblet, c'est un grand moment de douceur, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Voilà, c'est mon Merci dernier à vous. folle d'amour, je ressors de ce podcast que vous pouvez écouter bien évidemment sur le site des théâtres, lestheatres.net et sur toutes les plateformes. On est déjà à la saison 4 et pourvu que ça dure, nous aussi. Oui, et vive Oui. Monsieur Bluzet. Oui, que vous avez rencontré en tournant une Je pub. connais depuis 50 ans. Suite au prochain épisode. Merci à Merci à messieurs, à tous. très bientôt, merci. Au revoir.